Bien, alors, je vais avancer donc, pour vous parler des éléments qu'on a identifiés comme étant intéressants à évoquer donc dans le cadre de notre curation en matière de SEO et digital marketing. Alors, déjà, première information, heu, en novembre, Google a déployé une nouvelle spam update. Donc c'est-à-dire une mise à jour, dont l'objectif était, de déclasser, toute une série de sites, qui étaient, considérés comme des sites spamant Google. Alors ça faisait, des années avant 2021 qu'il n'y avait pas eu, de mise à jour de ce type. Il y en a une autre, qui s'est, donc déroulée en 2 parties cette année, entre le 23 juin d'un côté, le 28 juin 2021 pour la deuxième partie. Et il y a eu également une mise à jour spéciale, contre le link spam le 26 juillet. Donc là, c'est tout à fait intéressant de voir que cette année, on est donc à la quatrième version, d'une mise à jour anti-spam de Google. Et ça veut dire que ça fait partie maintenant, des choses qui deviennent relativement fréquentes. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que chaque spam update est, de plus en plus impactante. Donc là, c'est un élément, intéressant, donc à noter. Alors on a eu l'annonce après de la date, de l'arrivée, de la mise à jour Page Experience sur le desktop. Alors je rappelle que à partir de mi-mai, et pendant tout l'été, on a eu le déploiement de, la mise à jour Page Experience sur, la version mobile de Google. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu la prise en compte, de tous les critères d'expérience de recherche, notamment les Core Web Vitals, mais pas que, aussi, les problèmes de sécurité, les problèmes de publicité intrusive et l'aspect mobile friendliness. Et on ne savait pas en fait à quelle date, la mise à jour, serait faite sur la partie desktop. Ça avait été annoncé. Au début, ce n'était pas très clair si effectivement, la page expérience ne concernerait que, la partie mobile ou pas. Puis ils ont annoncé qu'il y aurait effectivement une version desktop, sans annoncer de date. Et maintenant, on connaît la date, ça sera février 2022, donc c'est dans pas longtemps. Et alors évidemment, tout ce qui est critères liés, à la compatibilité mobile, tout ce qui est mobile friendliness n'a pas de sens dans ce contexte. Par contre, il y a eu un ajout, c'est, l'absence d'interstitiels intrusifs. Et donc ça, pour l'instant, ça demande à être précisé par Google, mais c'est quelque chose de nouveau parce que, tous les points concernant, les interstitiels intrusifs, qui ont été introduits par Google dans le passé, ne concernait que la version mobile. Donc en termes de référence de bonnes pratiques de ce qu'il fallait faire et ne pas faire, eh bien, on ne l'avait que pour donc la version mobile. Donc attention à ça, on a ce critère-là en plus. Évidemment, les Core Web Vitals côté desktop seront également pris en compte. Alors, il y a eu quelque chose qu'il faut noter également, donc ça c'est du référencement technique, mais Google, pour la première fois depuis très, très, très longtemps, a communiqué les plages d'adresses IP de ses crawlers. Alors pourquoi c'est important? En fait, dans le passé, il y avait 2 façons, de reconnaître qu'une page était crawlée par Googlebot. C'était, soit, de regarder l'user agent qui était utilisé par, l'outil, qui crawlait la page. Donc est-ce que c'était un navigateur normal, ou est-ce que c'était, un navigateur qui se signalait avec, comme user agent, Googlebot quelque chose? Alors ça, par contre, ça ne permettait pas de savoir, si on avait affaire à, vraiment Googlebot ou un crawler qui simulait, un crawl depuis, Google. Et ça, évidemment, pour y arriver, la solution, qui était préconisée par Google jusqu'ici, c'était, de faire un test de reverse DNS, puis après de regarder, en fonction de la réponse donnée
par les reverse DNS sur l'identité du serveur qui était derrière, est-ce que, dans l'autre sens, les DNS remontaient sur l'IP qui avait été donnée. Donc là, c'était la meilleure façon de montrer que ce n'était pas donc un site, ce n'était pas donc un crawler qui spoofait Googlebot, mais qu'il s'agissait vraiment d'une adresse venant de Google. Alors, le problème de cette méthode, c'est que techniquement, elle est déjà un petit peu compliquée, même si c'est facile à automatiser. Mais surtout, donc, elle demande du temps. Donc, le délai pour faire un reverse DNS dans un sens et de vérifier les DNS dans l'autre sens, on est sur un cycle qui prend donc, des centaines de millisecondes. Et si vous voulez faire ça systématiquement sur tous les appels donc, d'un soi-disant Googlebot, eh bien, ça finit par faire donc, des temps importants une fois cumulés. Donc là, l'une des solutions pour éviter ça, c'est évidemment de reconnaître directement les IP. Alors, on peut spoofer les IP, on peut arriver à tromper donc, un site web sur l'adresse IP qu'il visite, mais c'est déjà techniquement beaucoup plus sophistiqué à faire. Et donc, il est fort probable que si vous arrivez à identifier correctement une adresse IP qui figure dans la liste communiquée par Googlebot, on a bien affaire à leur bot et non à autre chose. Donc là, Google a communiqué donc, 2 listes d'IP, dont vous avez l'adresse sur le slide. Une première qui correspond vraiment à Googlebot, donc celui qui nous intéresse lorsqu'on analyse les logs pour le référencement. Et donc tous les autres crawlers de Google sont donnés sur une deuxième liste. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'une fois que Google a fait cette communication, eh bien, Bing a fait de même quelques jours après. Et donc, voilà, comme Google, ils ont fourni la liste des plages d'IP exploitées par BingBot dans un fichier JSON. Alors, il faut préciser effectivement que le format fourni pour donner sa liste d'IP, c'est un format de type JSON et pas donc, un format complètement plain text. Alors, on ne peut pas évidemment donc, parler de l'actualité sans parler de la dernière broadcore update, donc, qui est intervenue donc, en novembre et qui a été très notable. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont râlé à cause de la date de déploiement, qui était donc juste avant le Black Friday, etc. Donc, il y a toujours eu des polémiques, notamment aux États-Unis, entre les propriétaires de sites marchands concernant tout ce qui était lancement, déploiement, de mise à jour de l'algorithme sur la période de fin d'année. Voilà. Donc, l'année dernière, la broadcore update de fin d'année, si vous vous souvenez, avait eu lieu début décembre. Tout le monde avait dit « ouais, non, mais c'est scandaleux, ça arrive en plein milieu de la saison des fêtes de fin d'année, le moment où on vend le plus, on a d'autres chats à fouetter que de régler les problèmes liés aux mises à jour de Google. » Donc cette fois-ci, Google a essayé de le prendre en compte sans que forcément le niveau de polémique baisse. Alors là, ça a été donc une mise à jour qui a été très impactante pour donc, une très grande variété de sites. Donc c'est assez difficile de dégager une catégorie de sites plus concernés que les autres, à part quelques exceptions comme donc, tout ce qui est dictionnaire en ligne, où là on a vu que eh bien, il y avait eu une mise à jour qui favorisait fortement donc, les sites qui présentaient des définitions donc, qui étaient par ailleurs des dictionnaires. Donc ça veut dire qu'ils sont sortis un petit peu du purgatoire dans lequel ils restaient depuis des années. Google avait décidé que c'était souvent des pages qui n'étaient pas intéressantes à montrer en tête des résultats. Là, maintenant, c'est le cas. Notamment en France, par exemple, ce qu'on voit apparaître, bizarrement, c'est donc des résultats qui proviennent de dictionnaires anglo-saxons, ce qui avait complètement disparu des pages de résultats depuis environ une dizaine d'années maintenant. Alors, si vous voulez avoir une idée très claire de qui a été impacté et qui n'a pas été par cette mise à jour, eh bien, Nicolas Audemars de Systrix a mis en ligne donc,
une feuille de calcul spreadsheet Google qui donne justement des informations par thématique. Et ça permet de bien comprendre à quel point cette mise à jour a eu un impact très, très étendu sur un grand nombre de types de sites. Alors, comme toutes les broker updates, ce qu'on constate, c'est que c'est toujours la même typologie de problème qui est ciblé. Donc, Google cherche en fait à déterminer véritablement les sites qui proposent des pages pertinentes et une bonne qualité de recherche. Et donc, d'une broker update à l'autre, eh bien, les sites qui ont été pénalisés par la broker update précédente peuvent remonter à l'occasion de cette nouvelle mise à jour, ou au contraire descendre encore un petit peu plus dans les tréfonds des pages de résultats. Donc ça, et l'inverse est possible. On peut avoir des sites qui, comme là, nos sites de dictionnaire, sont capables d'avoir une évolution très très forte de leur visibilité à l'occasion de ces mises à jour. Alors plus récemment, on a eu une mise à jour concernant uniquement les pages de type Product Reviews. Alors attention, parce que à chaque fois, je vois des commentaires chez les SEO français qui traduisent un petit peu mal de quoi il s'agit. Les Product Reviews, ce n'est pas des avis produits. C'est soit des pages qui présentent des comparaisons de produits, soit des pages qui présentent des critiques en fait sur des produits, donc soit des pages qui présentent des tests de produits. Et ces typologies de pages font l'objet d'une attention particulière de Google depuis cette année. Donc c'est la deuxième mise à jour de ce type pour 2021. Et celle-ci est encore plus impactante que la précédente. On a vu des sites qui avaient été impactés par la première remontée dans ce cadre-là. Donc, ça veut dire que la mise à jour tenait compte des modifications effectuées sur ces sites, des améliorations effectuées sur ces sites, mais aussi, dans certains cas, montrer qu'elle avait une appréhension différente des problèmes de qualité. De toute façon, Google l'a confirmé, puisqu'ils ont annoncé qu'il fallait prendre en compte de nouvelles bonnes pratiques, comme la présence de liens sur les pages de tests de produits, de critiques de produits, de comparatifs produits, qui sont de nouvelles bonnes pratiques introduites lors de cette mise à jour. Donc, ils ont au passage créé une nouvelle page qui rassemble en un seul endroit toutes les bonnes pratiques concernant ce type de page. Donc, si vous êtes amené à proposer ce type de contenu sur votre site, que vous soyez spécialisé là-dessus, que cela fasse partie d'une rubrique de votre site, eh bien, n'hésitez pas à consulter cette page. Si vous voulez avoir l'adresse, eh bien, ça a été commenté sur le blog de Nepper, donc vous trouverez tout ce qu'il faut sur notre article. Alors, plus récemment, le 8 décembre dernier, on a vu apparaître un bug sur la Search Console. Donc, c'est quelque chose de très visible, puisqu'on a reçu tous des mises à jour, des alertes de la part de Google concernant les pics d'erreurs sur le rapport de couverture de la Search Console lié à cette redirection, sauf que c'est des redirections fantômes qui n'existent pas. Et Google a confirmé le problème le 13 décembre dernier en disant que c'était effectivement une erreur de leur part, un problème de leur côté, et pas du tout des choses qui existaient véritablement sur les sites sur les sites qui étaient observés par la Search Console. Et donc, ce qui est clair, c'est qu'il ne faut donc pas tenir compte de ces erreurs, ne pas essayer de les corriger, ça ne sert à rien puisqu'ils n'existent pas. Et pour l'instant, par contre, Google n'a toujours pas annoncé qu'ils avaient réussi à corriger le problème. Donc, attention à tout ça.
Alors, au passage, on peut signaler que la Google Search Console a changé de look. Donc, elle est maintenant sur fond bleu. Il y a des nouvelles modifications qui sont annoncées sur la Search Console, mais donc, notamment la disparition de certains rapports qui existaient dans l'ancienne Search Console. La bascule vers la nouvelle Search Console n'a pas encore complètement eu lieu. Mais là, c'était juste un changement cosmétique assez réussi, si vous voulez mon avis, et qui donne un look beaucoup plus clair donc, à tous les rapports que l'on voit dans la Search Console. Mais sinon, il n'y a pas eu d'autres modifications que sur le layout de la page. Alors, j'ai mentionné un article du blog, donc plus le temps passe, plus on rédige de contenu sur des sujets de SEO en particulier sur notre blog. Donc, je vous signale effectivement quelques articles qu'on n'a pas repris dans la curation parce que ce n'est pas vraiment de l'actualité. Donc, notamment un article qui pointe les principaux problèmes qui peuvent conduire à des lenteurs de chargement de vos pages. Donc là, c'est donc un article sur la web performance et le SEO. Donc, un article sur donc les CMS no-code. En ce moment, il y a une mode qui se répand d'emploi de CMS no-code. Beaucoup pensent que ce sont des outils magiques. Alors, il y a quand même pas mal de points d'attention, notamment en ce qui concerne les aspects de référencement. Sur beaucoup de CMS no-code, par exemple, il y a parfois une impossibilité de changer leur boss.txt. Donc ça, c'est un peu un problème. Sur d'autres, on a tout ce qu'il faut pour faire du SEO, mais il faut quand même employer l'huile de coude pour arriver à optimiser les pages, et donc il faut savoir le faire. Donc même si vous lisez à gauche et à droite que certains outils no-code sont tout à fait SEO-friendly, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne sont pas SEO-friendly, out of the box. Donc ça, c'est des sujets que l'on explique dans cet article. Ensuite, un article de SEO technique sur les web workers. Alors, les web workers, c'est ce qui permet de faire tourner donc dans un navigateur plusieurs scripts JavaScript en parallèle, ce qui normalement est impossible. Eh bien, là, le problème de est-ce que c'est compatible avec le SEO, c'est une question qui nous est posée de temps en temps par les développeurs. Eh bien, la réponse, c'est que c'est possible, mais pas systématiquement. Il y a un véritable problème avec donc les web workers. Autre sujet du même genre, est-ce que des pages qui sont faites avec WebAssembly, ce qu'on appelle les pages WASM en jargon de développeur, est-ce que c'est des contenus qui peuvent être correctement crawlés et indexés? Alors, le WebAssembly, c'est du code qui permet de rédiger du code bas niveau qui peut être ensuite compilé et qui peut s'exécuter extrêmement rapidement dans un navigateur. Donc, ça permet par exemple de faire d'excellentes applications de type jeu en ligne et qui arrivent à exploiter au mieux les possibilités de votre processeur depuis un navigateur. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus employé. Alors, pas toujours à bon escient. Quand je dis pas à bon escient, c'est qu'une des applications les plus courantes de WASM, c'est de cacher dans des contenus web des outils de calcul de crypto-monnaie. Donc ça, c'est le mining de crypto-monnaie. Donc ça, c'est effectivement quelque chose auquel il faut faire attention. Mais dans certains cas, c'est utilisé de manière légitime. Et la question, c'est est-ce que ça pose des problèmes pour le référencement? Donc là encore, on verra que suivant la façon dont c'est utilisé, dans cet article, on explique qu'il y a des cas dans lesquels ça peut très bien se passer, mais d'autres pour lesquels on a des problèmes induits pour le SEO. Donc ça, c'est intéressant à noter. Et dernier article sur lequel je voulais revenir, c'est celui sur, alors il y en a deux en fait, c'est un article en deux parties, sur ce qu'on peut faire
avec des analyses de log en SEO. Donc un article qui a été rédigé par notre consultant Patrick Ligeron, qui se poursuit après par qu'est-ce qu'on peut faire avec une analyse combinée des logs et du crawl. Et je vous invite donc à découvrir ces contenus en allant sur notre blog et en vous abonnant également à une newsletter dans lequel on édite régulièrement les nouveaux articles qui apparaissent. Là, c'est encore une sélection. Il y en a plein d'autres qui ont été publiés depuis notre dernier matin népérien. Et alors, on a eu aussi l'occasion de rédiger toute une série d'articles sur des outils employés en e-commerce et sur leur impact en SEO, notamment les PIM, les Product Information Managers, les PCM, les Product Content Managers, les DAM, les Digital Assets Managers, et les MDM. Donc là, c'est tout ce qui est gestion des master data. Donc ça, c'est des articles qui vous expliquent de quoi il s'agit, donc comment c'est utilisé, quelle est l'adhérence, quelles sont les conséquences de certaines décisions prises par rapport au fonctionnement de ces outils, à la manière de les utiliser, à l'architecture logicielle qui est autour, quelles sont les conséquences pour le SEO. Alors, si vous voulez déjà avoir une introduction là-dessus, l'autre solution, c'est d'aller voir donc sur YouTube notre captation d'un webinaire que j'ai eu l'occasion d'animer sur ce sujet-là en particulier, et qui, donc, en 1 heure, donc, fait le point sur justement tous ces sujets qui ont été abordés dans différents articles sur notre blog. Et donc, ça donnera lieu également à la mise en ligne donc, très prochaine d'un livre blanc sur ces sujets, SEO et données produits. Et si vous voulez le recevoir, n'hésitez pas à indiquer votre adresse email pour qu'on vous l'envoie dans le chat. Alors, ce qui me donne l'occasion de vous inviter donc, à vous abonner donc, à notre chaîne YouTube, qui donc, commence à comprendre pas mal de contenus différents. Alors, vous allez y trouver toutes les captations de précédents matins népériens, de nos webinars, mais aussi des vidéos que vous retrouvez dans notre newsletter et qui donc, abordent à chaque fois en quelques minutes un sujet précis à connaître donc, sur le digital marketing en général et le search marketing en particulier. Et je vous invite également, si vous voulez ne rien manquer de tout ce que l'on fait en matière de diffusion d'informations et de diffusion de notre savoir, c'est de vous abonner à la newsletter de Naper. Donc pour ça, il suffit de remplir le petit formulaire qui figure sur la page d'accueil du site, en bas de la page d'accueil du site. Et vous aurez donc accès comme ça, grâce à cette newsletter, toutes les semaines, à nos brèves, à vos informations sur les différents événements que l'on organise, donc aux publications de vidéos et puis aux actualités de l'agence.